Salam alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Ah. Nadia, Zenel, bienvenue Merci. dans cette quatrième édition du podcast Entre nous de Ras Al Hadout. Ouais. Et tout d'abord, on va commencer par un petit verre de thé, si tu veux nous faire l'honneur, Nadia, de nous verser dans notre tasse El Hanout. T'as vu comment on fait, Zenel? Très bien. C'est bien fait que ce soit pas moi qui l'ai servi. Et on a des crapuleux Voilà, dans l'assiette. des crapuleux avec un big up à la boule. Ah, explique-nous un peu, c'est quoi ces crapuleux? Bah, c'est des brownies, mais Bah, les meilleurs de Bruxelles. ouais, franchement, avec de la pistache dessus. Je vous laisse peut-être un petit peu vous présenter et ensuite on parlera un peu du sujet du jour. Ok. Qui veut commencer? Honneur aux dames, on va dire. On va dire. On dira. Vas-y, Nadia. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Si tu peux un peu te présenter, c'est ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? D'accord. Donc, je m'appelle Nadia Fadel. Je T'as vu ça? suis Pas Nadia Fadil. Nadia Fadel. Ah, Ah, voilà. Fadel. Masha'Allah. Et j'ai grandi à Anvers, en fait. Je suis anversoise à la base. C'est là où mes parents se sont installés. Mes parents viennent du Maroc. Et donc, j'ai grandi en Flandre. J'ai fait toute mon éducation en néerlandais. Et ça fait depuis 2010 environ que j'habite à Bruxelles. Donc t'es 2 fois immigré, quoi. Voilà, je suis 2 fois immigrée. Et en fait, en grandissant à Anvers, j'ai toujours été exposée au français. Donc, j'ai grandi aussi en ayant le français autant à la maison, parce qu'en fait, mes parents, ils voulaient qu'on maîtrise très bien le français, parce que pour eux, il y avait toujours le mythe du retour. Donc, on allait rentrer au Maroc. Et du coup, le néerlandais, c'était pas très utile, mais c'était à géométrie variable, parce que c'était surtout les garçons qui devaient aller à l'école française. Donc, ils ont mis mes frères d'abord dans l'école française à Anvers, parce qu'il y a une école française à Anvers. Encore maintenant, c'est une Oui, école- c'est une école internationale, mais jusqu'au moment où c'était devenu impayable. Du coup, ils les ont mis, et c'était une école d'élite, et après, ils les ont mis dans un train, direction Bruxelles, où ils sont allés à Gatti-de-Gamon. Ils sont passés de l'école d'élite à Gatti-de-Gamon. Gatti-de-Gamon, à côté L'école de... où j'ai fini mes secondaires. Ah voilà, exactement. Donc c'est là où mes frères ont étudié. Donc du coup, le français a été toujours très présent. Et nous, on devait se débrouiller en fait. On a eu, via mes frères, on regardait beaucoup au Club Dorothée quand on était petit. Et j'étais aussi dans des écoles où il y avait beaucoup de francophones, parce que c'est quelque chose que souvent on ne sait pas, les Bruxellois peut-être ne savent pas, qu'il y a une grosse communauté francophone, flamande en fait, blanche, qui fait partie de l'élite, de la bourgeoisie historique. Et moi, j'ai toujours été dans les écoles catholiques. Donc, j'étais la fille d'ouvriers marocains dans les écoles. Et donc, tout le monde parlait français. Et moi aussi, du coup. Donc, ça faisait un lien très bizarre qui transgressait les liens de classe ou les rapports de classe, mais qui se limitait aux portes de l'école, parce que c'est pas qu'on se voyait en dehors de l'école. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je suis... Qu'est-ce qui occupe tes journées? Je sais pas toujours. Je sais qu'elle passe très rapidement, mais je suis professeure à l'université de Louvain, à Leuven, la CAI Leuven, où j'enseigne l'anthropologie, et je travaille depuis 2002 environ sur les questions de migration, de religion. J'ai fait ma thèse sur le rapport à l'islam des personnes d'origine marocaine, maghrébine, seconde génération. Et donc, je me suis intéressée au rapport que les personnes qui ont grandi dans l'immigration, donc moi, je fais partie aussi de ce groupe-là, donc ça a toujours été des questions très personnelles, articulent des relations à la tradition musulmane, autant en s'inscrivant souvent plus intensément que leurs parents, ou bien en se démarquant. Donc, j'ai aussi travaillé avec les personnes qui sont démarquées de l'islam, qui ont quitté l'islam, comme on dit, pour un peu comprendre cette diversité, les différents rapports que les gens entretiennent à la tradition musulmane. Et après, il y a eu des événements géopolitiques qui ont impacté notre société. Et du coup, j'ai vu le champ... C'est de manière polie. Voilà. Les événements géopolitiques. Et du coup, tu parles de quoi exactement? Je sais pas.
Voilà, on aime bien le Groenland, par exemple. Non, je parle bien sûr de 2011, les départs en Syrie, les attentats qu'il y a eu. Et du coup, j'ai vu comment le champ, toutes les questions autour de l'islam se sont radicalisées. C'est-à-dire que les questions de radicalisation, de sécurité sont beaucoup plus venues définir la condition musulmane. C'était déjà là, mais c'est devenu beaucoup plus intensément à partir de 2012-2013. Donc, c'était devenu impossible de ne pas... Moi, je ne voulais pas travailler sur ces questions-là, mais à un certain moment, c'est devenu impossible de continuer à les ignorer. Donc, du coup, j'ai un peu commencé... Pourquoi tu voulais pas ? Parce que ça ne me parlait pas, en fait. C'est des questions sécuritaires et c'est souvent l'association qu'on fait, islam-terrorisme. Et moi, je voulais justement rester très loin de ça. Mais bon, à un certain moment, on n'a pas le choix, en fait, parce que c'est tellement présent que même si on travaille, on veut travailler avec des comédiens, on est amené à être confronté à cette thématique. Donc, du coup, je me suis intéressée aux dispositifs sécuritaires et les impacts qu'ils ont sur les communautés. Donc, et ça, c'est les derniers travaux que j'ai faits. Merci. Très bien. Et alors toi, Zenel, t'es qui ? T'es un Suédois, c'est ça ? Je l'ai été. Je l'ai été dans ma jeunesse. Non, c'était une vanne, plutôt une manière dont les policiers, à l'époque, dans les années 70 et 80, quand on était en groupe avec mes potes marocains et turcs, ils nous adressaient en disant « Ah, vous êtes là les Suédois !» Pour pas dire autre chose. Donc moi, je suis issu d'une famille albanaise qui a quitté l'Albanie dans les années 50, qui ont fui le régime communiste pour s'installer aux États-Unis, en fait. Malheureusement, ils n'ont jamais eu le visa. Ils ont vécu 8 ans dans des camps en attendant le fameux sésame qui n'est jamais arrivé. Donc toi, c'était pas le mythe du retour, c'était le mythe de traverser l'Atlantique. Ouais, traverser l'Atlantique. Et puis, il y avait, un peu comme certains Italiens, c'est quand même un peu dans le sud, le mirage de l'Amérique qui allait accueillir les Albanais comme les Italiens, et que ça allait être une réussite parfaite. Mais donc, ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'ils n'ont pas reçu le visa. Et donc, ils avaient 3 choix. C'était les pays scandinaves, la France ou la Belgique. Et une antenne de la Croix-Rouge belge qui était implantée dans un des camps de réfugiés du côté de Naples, un des derniers où ils étaient restés d'ailleurs, parce que pour aller aux États-Unis, c'était que via l'Italie qu'ils pouvaient y avoir accès. Comme ils étaient complètement dépités, ils ont dit voilà, la Belgique c'est un pays d'accueil, il y a eu du travail, si vous y arrivez, il y aura des travails pour tout le monde, l'enseignement et une maison. Et ils se sont dit bon, ça va, après 8 ans, on en a marre, on s'installe là-bas. Et ils sont débarqués d'abord à Charleroi, puis ils ont été à Rebec, là où je suis né, en Wallonie. Et puis le père, qui était un sacré lascar. Un sacré lachi. Un sacré lachi. Il voulait toujours en fait retourner là-bas. Et donc, lui voulait devenir commerçant pour faire le plus rapidement possible de l'argent, pour avoir des papiers européens et pour partir aux États-Unis. Et donc, pour faire court, on s'est installé à Scarbeck. Nous, c'est Scarbeck qui nous a vu grandir. À une époque où c'était extrêmement compliqué. C'était l'époque de Roger Knowles, du racisme ambiant. Nous, on n'avait aucun repère à l'époque. Il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien, quoi. Il y avait très peu de mosquées. Mes copains marocains, je me rappelle qu'au début, il y avait la seule mosquée qu'il y avait, c'était le Cinquantenaire, où tout le monde y allait. Moi aussi, j'étais, parce que je suis de parents musulmans. Et pour l'anecdote, quand on a été à la mosquée, mon père nous avait dit « Vous allez apprendre l'albanais ». Et nous, on va à la mosquée avec les frères, le bus qui prend tout le monde. Et puis, il n'y a pas d'albanais. Moi, j'attends le truc. Le professeur, il est là. Il parle en arabe. Moi, je ne comprends rien. C'est quand l'albanais? Oui. Il est où l'albanais? On s'est trompé de classe. Et puis, on est rentré à la maison. Je dis, moi, n'apprends pas l'albanais. Il dit, mais c'est une manière de rentrer dans la langue. Tu vas comprendre. Reste-y. C'est dans cette direction. Ouais. Et donc, tout ça pour dire aussi qu'il y a toujours eu quelque part une identité religieuse marquée dans la famille, mais pas forte. Et pas, je ne vais pas dire frontale, parce que ce n'est pas le terme employé, mais pas englobante, quoi. On fait le ramadan si on veut. Mon père, le vendredi, quand il rencontre tous ses copains, il boit de l'alcool. Avant ou après la mosquée? Alors, peu d'anciens allaient à la mosquée, mais beaucoup priaient. Mais voilà, c'était à la maison, mes parents, par exemple, ne priaient pas. On faisait le ramadan. Et puis, dans d'autres familles, certains allaient à la mosquée. Mais moi, je le vivais plus, la religion musulmane, avec mes potes marocains et turcs, en fait, qu'avec ma famille, mon milieu social.
Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre un peu l'arabe avec mes potes marocains. En commençant par les mots les plus poétiques. Évidemment. Et on a grandi ensemble dans ce quartier-là. Et comme l'Albanie s'était fermée à cause de l'exil de nos parents, nous, on allait en Yougoslavie, en fait, dans l'ex-Yougoslavie à l'époque, au Kosovo, qui était un territoire albanais, albanophone, et qui est devenu indépendant aujourd'hui, comme tout le monde le sait. Et où La Serbie, elle n'est pas au courant. La Serbie. Et l'Espagne aussi. Ah ouais, à cause de la Catalogne, évidemment. Et donc là, sont restés le côté de ma famille maternelle. Où on allait chaque année en vacances, puisque mes parents disaient, voilà, comme il n'y a pas d'école albanaise, si, la mosquée, mais on n'apprend pas l'albanais, il dit, allez au Kosovo, là vous allez au moins être dans votre territoire, dans vos repères à vous, et c'est comme ça que vous allez apprendre la langue. J'ai appris la langue albanaise plutôt là-bas, parce qu'à la maison, avec les parents, on parle albanais, mais nous, entre les enfants, on parle l'école français. Et là-bas, j'ai découvert que mon grand-père était imam. Attends, on y reviendra juste après. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors, mes journées, elles sont riches aussi. Mais je devrais parler de tes journées et tes nuits aussi. Hein. Ouais. Surtout les nuits. Non, moi, je suis un homme de théâtre, qu'on va dire. Donc, j'ai fait... Si c'est que mes journées, donc moi, j'écris, je lis, j'ai des projets, je mets en scène ou je fais des scénographies. Je fais pas mal de choses. Tu joues aussi? Pardon? Tu joues aussi? Et je joue aussi. Sans le faire exprès, souvent. Oui. J'expliquerai. Et la nuit, si j'ai le temps, je lis. Parce que, en fait, tout ça, si je suis devenu homme de théâtre, c'est par la lecture. Moi, mon rêve, c'était de lire. Si j'aurais pu faire que ça, j'aurais fait que ça. Mais malheureusement, on ne vit pas de lecture. Et donc, je veux devenir écrivain. Ou auteur, en tout cas. Et donc, c'est par le livre que je me suis découvert un monde qui était le mien, hors Albanie, hors Belgique. Moi, j'étais le plus petit d'une famille de 5 enfants. Souvent, le plus petit, c'est le rêveur. C'est la personne qui n'affronte pas les réalités en deux fronts. Et donc, la lecture, c'était une manière de m'évader du milieu dans lequel j'étais, du scarbé que je voulais plus voir, et de la rue, franchement, que nous mangeait petit à petit tous, quoi, à cette époque-là. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi j'écrirais pas moi-même, quoi, en fait? Parce que chez nous, personne ne lisait, mais personne, et dans le quartier, personne. Et en tant que garçon, lire, c'était très mal vu. C'était vraiment très mal vu à l'époque. C'est quoi cette fille? L'Albanais, là, il lit des livres. Ah, quel Albanais. Mais vraiment, il y avait certains préjugés, quoi. Ouais. Et donc, j'ai commencé à écrire, en fait. Et puis, j'ai commencé à y croire. Puis, j'ai gagné un petit prix. Wow. Et puis, à 30 ans, j'ai décidé de quitter la famille. Et entre-temps, j'ai travaillé aussi à la friterie parce que mon père, voilà, c'était sur mon père. Je mélange un peu tout, mais c'était sur mon père qui voulait repartir aux États-Unis, qui est arrivé à Bruxelles, qui a ouvert une friterie très connue à la Bourse qui s'appelle Friedland. Et il nous a tous retirés de l'école, indépendamment de l'âge. Il nous a tous mis au boulot. Parce qu'il voulait faire de l'argent pour nous emmener aux États-Unis. Le rêve américain qui était toujours là. Oui, le rêve américain. Qui passe par la frite. Pour finir... C'est beau, hein? Par un Albanais. Oui, par des Albanais. Les frites albanaises. Et pour finir, il a trouvé son Américain, lui, dans ce frite-côte, en fait, dans cette friterie. Et il a réussi. Et donc, moi, j'ai travaillé de mes 14 ans à 30 ans. Et à 30 ans, j'ai décidé de tout quitter. Et t'écrivais... Et j'écrivais à la friterie sur les papiers avec lesquels on emballait les cornets de frites. Et puis, je les ai tendus à des clients en cachette. Et puis, il y a des gens qui ont compris le système, qui sont venus me voir. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé. Et je me suis dit, il faut avoir accès à ces rêves. Il faut oser. Et puis, je suis parti. J'ai tout laissé tomber. Famille, boulot, tout. Et j'ai fait des cours de scénographie à Saint-Luc. Et puis, j'étais à l'université parce que c'était mon rêve. J'ai fait de la théatrologie, dramaturgie, mise en scène. J'ai commencé à travailler au théâtre, et à écrire, et à mettre en scène, et à rencontrer Salim. Voilà. Machallah. Alors peut-être pour terminer justement ce tour de présentation, je vous propose de me présenter. Voilà, qui suis-je? Nous, on te présente. Ouais. Toujours intéressant. Salim, c'est quelqu'un d'hyper actif. qui est metteur en scène, comédien, aussi qui porte le projet Ras El Hanout et l'épicerie, donc un entrepreneur aussi, un entrepreneur culturel. Et aussi une figure publique importante dans la scène culturelle bruxelloise. Je sais pas.
Belle présentation. Oh, c'est là. Wow. Belle présentation. Je suis d'accord. Non, mais c'est très bien défini. Ouais. Alors moi, j'ajouterais aussi une sorte de chef d'orchestre, donc qui arrive à gérer des structures, des fonds, des équipes, des idées, de l'engagement, mettre tout ça en musique avec douceur pour arriver comme à fédérer un lieu qui n'est pas rien, parce que franchement c'est une ruche aussi, pas seulement une ruche artistique, mais une ruche qui fait évoluer les mentalités, qui fait évoluer le paysage bruxellois sur des questions qui sont comment dire ça, très compliquées dans le paysage politique d'aujourd'hui, et que tu affrontes vraiment sereinement et intellectuellement, et que tu ouvres, par exemple moi, concrètement, non, on parle de toi. Donc c'est aussi l'invitation que tu fais par rapport à tous les lieux théâtraux, qui sont franchement des lieux de renommée à Bruxelles, que tu gères de manière superbe, quoi. Et ça, je trouve ça très rare dans le type d'engagement que tu as par rapport à ce que tu représentes à Racel Hanout et à la crèche. Mais franchement, je trouve que tu es une personne aussi, ouais, qui représente une partie du paysage culturel bruxellois pleinement, quoi. Merci. Belle présentation aussi. Merci. Alors, Zenel a parlé un peu de ce qu'il a amené vers l'artistique. Toi, qu'est-ce qui t'a... Pourquoi l'anthropologie? Pourquoi donner cours à la QUL? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Peut-être pour la petite anecdote, j'ai aussi fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Ah, vas-y, raconte. Donc ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée, m'a inspirée. Mais c'était quand j'étais jeune à Anvers. J'allais dans une maison de quartier pour filles. Donc c'était important, les filles et les garçons très séparés. et donc on a à un certain moment commencé un projet théâtral avec un metteur en scène anversois qui mettait en scène des pièces de théâtre avec nous. Et donc on a vraiment joué, et c'était quand même assez sérieux, hein. On a vraiment joué devant des publics, on a fait des tours, on a fait... Donc oui, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup fascinée, passionnée. Mais du coup, c'est pas ça que j'ai fait de ma vie. Donc moi, je suis rentrée en tout cas, ce que je me rappelle la première fois, c'était mon frère, en fait, qui m'avait donné un livre d'une personne qui s'appelait Fatima Mernissi. Et j'avais 16 ans à l'époque. Il m'a dit, il faut lire ça, parce que j'étais aussi quelqu'un qui aimait beaucoup lire et qui s'évadait dans la lecture. Il y a un pont à Molenbeek. Quoi? Il y a un pont Fatima Mernissi, juste, c'est le prolongement de Comte de Flandre, qui amène vers l'autre côté du canal, vers Sainte-Catherine, etc. Ah ouais, c'est le checkpoint Charlie, là. C'est un pont cyclo-piéton. Voilà. Ouais. Il n'est pas très visible, il faut le savoir, mais il y a un pont qui s'appelle Fatima Mernissi. Voilà, il faut l'honorer. Mais donc, du coup, la grande sociologue marocaine. Et pour moi, c'était vraiment un monde qui s'ouvrait en lisant son travail, quelqu'un qui réfléchissait à des conditions et à des questions que moi je me posais aussi. Je me posais à l'époque, j'avais 16 ans, 17 ans. La condition de la femme dans l'islam, ou en général aussi, hein, pas seulement dans l'islam, aussi l'identité musulmane. C'était vraiment des questions qui me préoccupaient beaucoup. Et je lisais beaucoup là-dessus. Et c'était la première fois que je lisais le mot sociologue. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Et après, à la fin des études secondaires, il fallait qu'on fasse des choix d'études. Et du coup, moi, j'ai longtemps hésité entre l'histoire et les sciences politiques et sociales. Parce que mon frère avait fait les Sciences Po. Et bon, c'est peut-être bête de dire ça, mais après, je ne regrette pas du tout. Hein, mais il y avait un peu la réputation à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, que les sciences politiques et sociales étaient plus faciles que l'histoire. Et moi, comme j'étais enfant d'immigrés, j'avais jamais... il y avait personne qui avait fait des études, et mon frère était le premier à faire des études. Ça me faisait peur, l'université. Donc je me suis dit, je vais choisir quelque chose plus facile. Parce que l'histoire, peut-être, c'est trop compliqué pour moi. Ouais. Et du coup, j'ai choisi les sciences politiques et sociales. Après, je ne regrette pas du tout. Hein. Je veux dire, j'aurais aussi pu faire l'histoire. Ça m'aurait aussi ouvert d'autres portes, parce que j'étais passionnée par l'histoire. Et à ce moment-là, quand toi, tu as étudié, il y avait
beaucoup de personnes d'origine marocaine ou d'origine Pas beaucoup, étrangère pas même beaucoup, mais après j'en ai rencontré. Donc j'ai commencé à Anvers, dans l'université. Bon, maintenant c'est fusionné, mais à l'époque ça s'appelait UCIA. Et du coup, c'était la première fois en fait que je rencontrais, parce que j'avais des amis. J'ai grandi à Borgerhout, qui est un peu le Molenbeek d'Anvers. Et, et, et du coup, voilà, je connaissais beaucoup de gens de la communauté, mais c'était souvent en dehors de l'école. Donc il y avait vraiment des vies très scindées, parce que l'école était vraiment une école bourgeoise, en fait, catholique, dans le centre-ville, mais où il n'y avait pas de gens de la communauté, en fait. Donc j'avais vraiment des vies scindées, et ma vie personnelle était complètement déconnectée de la vie scolaire, en fait. Et en fait, j'arrive à l'université, c'est la première fois que je vois aussi des personnes issues de l'immigration marocaine, qui sont à l'université et qui aiment étudier, en fait, ou qui sont académiques. Et donc, pour moi, c'était aussi un monde qui s'ouvrait, parce qu'il y avait les deux mondes qui se rencontraient, en fait. Et du coup, on a créé un petit groupe informel à l'université d'Anvers, UFCIA. Il y a ce qui s'appelle l'Agora, et c'est un peu un point central où les gens se rencontrent, où il y a l'administration, où il y a un petit café, et il y a des blocs où les étudiants peuvent s'installer et passer le temps, en fait, traîner. Et nous, on a confisqué un bloc, en fait, avec les étudiants marocains. On se rencontrait à chaque fois là, et c'était devenu notre bloc, quoi. C'était nos escaliers, et on rigolait, on disait la prochaine fois il faut qu'on prenne un drapeau marocain, qu'on le mette ici, comme ça c'est clair. C'était même au point que il y avait des étudiants flamands qui se levaient quand on arrivait. Ah ouais, j'ai compris. Pas mal, ça. C'était notre coin. Et Et voilà, on faisait le communautarisme et le... euh, Et donc, non, mais c'était chouette. C'était vraiment Et donc, c'était pas que marocain. On avait un peu toutes les personnes de couleur qui se... Voilà, une bonne amie à moi la diversité des racisés. Voilà, exactement. Et donc, on était inclusifs de tout le monde. Et, mais ça faisait quoi de grandir aussi à Borgerhout, à Anvers, en Flandre, où ça fait depuis des dizaines d'années que aussi le Vlaams Blok, puis le Vlaams Belang est premier ou deuxième aux élections en Flandre. Est-ce que tu le sens aussi au niveau du climat Quand on grandissait, c'est vrai que mes premiers souvenirs aussi politiques, c'est vraiment lié à la présence et l'émergence du Vlaams Blok. Donc c'était à la fin des années 80, en 88, si je ne me trompe pas, avec les élections communales. Et après, ils ont percé 88-89. Et après, ils ont percé au niveau fédéral. C'était 88, 89 et 91, je pense, c'est les trois moments clés. Et c'est vrai que nous, j'ai encore des souvenirs. Après, c'est des souvenirs, j'avais 10 ans à l'époque, 9 ans. Et c'était des souvenirs d'enfants, mais je pense qu'il y avait même des actions où des gens mettaient des sacs. Je ne sais pas si c'est mon imaginaire ou si c'est vraiment des mémoires, mais j'ai ce souvenir de personnes qui mettaient des sacs de poubelle à leur fenêtre pour marquer leur rejet des migrants. Hein, donc ça, je me souviens. Et voilà, après, des flyers et des brochures qui viennent avec des avions. Donc voilà, ça, mais après, on s'est habitué, en fait. Hein, et du coup, ça a commencé à faire partie du paysage, mais ça crée sur le local, ça crée des réalités très contradictoires où ton voisin... Il vote Vlaams Blok, mais en même temps, il est très content d'avoir des biscuits et des thés pendant le ramadan. Non, mais c'est vrai. Non, mais toi, ça va. Toi, ça va. Voilà, tu deviens le bon Marocain. Le bon, c'est pas toi, on n'est pas contre toi, c'est tous les autres. Et donc, tu as ce genre de conversation avec tes voisins. Et tu te dis, à ce moment-là, ils font 30%. Tu te dis, tu vois 3 Flamands dans la rue, il y en a un sur... Oui, bien sûr. Il y en a un sur 3. Bien sûr. Et après, c'est la NVA qui est venue rejoindre le game. Et du coup, aujourd'hui, on est quand même à 40 à 50% de Anversois qui votent droite, quoi. Donc The Stad is van ons. The Stad is van ons. Après, c'est vrai que la NVA, c'est encore une autre histoire, mais quand même, il y a beaucoup de points et de ponts entre ces deux partis. Même si, voilà, entre-temps, on va dire, le Vlaams Blok, même s'il représente encore toujours 20%, si je ne me trompe pas, je ne sais plus combien il représente en ce moment, ou 25% de l'électorat. Mais ça fait partie de la culture locale, on va dire. C'est le folklore. Et Philippe de Winter, non, c'est vrai, limite, c'est notre pote, quoi. On se connaît. Philippe de Winter,
T'as l'impression que c'est un peu comme un vieil Non, mais c'est oncle notre comme ça pote, qui... ouais, ouais, tu vois, exactement, on a grandi Allez, avec. qu'est-ce que tu vas raconter? Et tu vois les Daris, quand ils passent quelque part, ils sont « Hey, Philippe !» C'est vraiment, ouais. Et Bart de Wever, c'est autre chose, parce que lui, il incarne le pouvoir. Donc, c'est d'autres rapports, parce que le Vlaams-Blok n'a jamais eu de pouvoir. Il a eu de l'influence, mais il n'a jamais eu de pouvoir. Tandis que la NVA, voilà, ils tiennent la commune, ils tiennent quand même beaucoup plus les institutions. Et à ce niveau-là... Mais après, c'est vrai que Bart de Wever, au niveau local, il a toujours été très pragmatique. Hein. Donc, voilà, c'est un peu le bon et le mauvais immigré. Il travaille très bien avec tous les bons migrants, hein, donc les entrepreneurs. Les Turcs adorent Bart de Wever. Vraiment, il est très, très populaire chez les migrants. Et les entrepreneurs, parce que les migrants aussi sont assez de droite. Hein, faut pas... Je dirais, ça se droitise, c'est même ici à non, mais c'est une Bruxelles, gauche circonstancielle. Mais fondamentalement, les gens de la communauté, il y en a beaucoup qui veulent plus de police, qui veulent plus de contrôle. Ils ne sont pas contre ça. Hein, c'est plus, voilà, on vote PS parce que, voilà, c'est circonstanciel. Mais sinon, en termes de valeurs, il y a un alignement très fort avec des valeurs entrepreneuriales et de police. Et la NVA a très bien compris ça. Et c'est pour ça qu'ils ont mis plein de gens dans leur parti qui représentent aussi cette branche. Et donc, à Anvers, ils ont vraiment un terreau très, très, très présent dans les communautés. Je ne sais pas si je t'ai dit, mais on a une fois reçu Yann Yambon à l'épicerie. Oui. Moi, je ne savais pas ça. Ah, voilà. En fait, on avait invité, pour un iftar, on a invité différents ministres et tout. Et donc, il ne pouvait pas venir, mais il tenait à venir nous rendre visite. Donc, il est venu après l'iftar. Et donc, il est venu sans grande délégation, sans garde-corps, etc. Donc, le chauffeur dépose devant. C'est un grand gars. Et il est assez marrant. Il est assez marrant, on a beaucoup rigolé, machin et tout. Et puis, même au niveau du fond de la discussion et tout. Et après, quand il sort, il y a des gens qui le croisent dans la rue. Ils disent hey, monsieur Yambon, qu'est-ce que vous venez raconter sur Molenbeek? Et il dit mais non, c'est les médias, tu sais, moi je ne dis pas ça et tout. Et donc ils sont pris en selfie avec. Est-ce que le gars du quartier, il a dit on va se prendre en selfie avec toi, comme ça tu vas arrêter de dire que Molenbeek c'est une zone dangereuse. Ouais. Et donc il dit mais moi j'ai jamais dit ça, c'est les médias, vous savez comment ils sont. Et donc c'était assez rigolo. Ouais, les musulmans qui dansent après les attentats. Et ben oui, voilà, exactement. Il a bien dit. Hein. Ok, alors c'est quoi vos premiers rapports avec Ras Hanout? Quand est-ce que vous avez découvert? Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je commence avec toi, Zinel. Ben, moi, c'était quand Alouche m'a invité sur le projet Mali Mangoul. Ouais. Ça, c'est la première fois que physiquement j'ai rencontré le lieu et que je t'ai rencontré. Mais je ne savais pas que 381 jours, c'était toi. Parce que ça, je l'avais vu, moi. Okay. Moi, j'avais d'abord vu 381 jours parce que je connaissais Mohamed Ouachen qui jouait dans la pièce, si je ne me trompe pas. Il mettait en scène. Il mettait en scène. Ouais. Et j'avais vu, parce que de nouveau, Mohamed Ouachen, que je connaissais, La vie, c'est comme un arbre. Et donc, après, moi aussi, je ne faisais pas le lien. Entre les deux structures. Je croyais que c'était toi qui faisais tout. C'est après que j'ai compris, quand j'ai vu Alouche, que je travaillais avec lui, qui t'a pris au conseil. Un autre Mohamed. Oui, un autre Mohamed. Il y en a partout. Ouais. C'est le premier nom des bébés à Bruxelles, je pense. Après, il y a Mohamed, il y a Muhammad, il y a Mehmet, il y a Mohamed. Mohamed, ouais. Et donc, du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et on avait parlé de scénographie et que tu m'avais dit j'aimerais bien professionnaliser la compagnie au travers de certaines disciplines, notamment la scénographie. Et c'est comme ça que j'ai proposé la scénographie, qu'on a commencé à travailler ensemble et que tu m'as fait aussi travailler en dramaturgie un peu avec vous sur le texte. Ouais. Et puis ça a commencé, ça n'a jamais arrêté. En fait, j'ai fait, je crois, en tout cas au moins 8 scénographies, 2 que j'ai peut-être aidé d'une manière ou d'une autre, mais j'ai fait beaucoup de spectacles avec toi. Et quel regard tu portes sur Ras Hanout d'un point de vue ce qui est porté sur scène, le rapport au public, particulièrement dans le fait qu'on se définit comme un théâtre citoyen musulman? Comment est-ce que toi tu perçois ça Alors moi, c'est pas ce qui m'intéresse au premier chef. Moi, ce qui m'intéressait chez Ras Hanout, et ce qui m'intéresse toujours chez Ras Hanout, c'est le côté engagement social, citoyen, culturel, évidemment, mais surtout culturel et citoyen. Le fait d'amener des gens qui n'ont souvent pas accès à la culture, ou peu accès à la culture, et les faire se rencontrer avec des professionnels et avoir aussi les fonds pour les accueillir, les moyens pour les accueillir,
et surtout après les diffuser, les montrer. C'est ça qui m'a marqué, les toucher. Parce que souvent on fait des ateliers, on fait des structures, et en fait, on n'accueille personne, on essaie de sortir. Le directeur veut se sortir lui-même du marasme, trouve la solution ad hoc, soi-disant, et en fait, qu'est-ce qu'on fait des gens? Et ici, j'ai bien vu que c'est la priorité aux gens, la priorité aux personnes que tu invites. La preuve, ils deviennent eux-mêmes metteurs en scène, ils sont devenus auteurs, ils sont devenus comédiens. Et on les voit au Varia, on les voit au KBS, on les voit dans des centres culturels de dingue comme Uccle. Et là, j'ai compris l'intérêt et l'impact que Ras El Hanout a sur cette jeunesse-là. Et évidemment, moi, j'ai 2 filles. Et aussi, justement, cette particularité des filles et des femmes voilées, le fait qu'elles puissent avoir accès au théâtre, moi, je trouve ça sublime, quoi. Et de pouvoir être libre sur scène avec leur voile. Et en fait, on se rend compte souvent, quand je viens les voir, que les spectateurs sont surpris. Parce que certains sont un peu crispés, puis ils se rendent compte, mais en fait, non. C'est un être humain. C'est un être humain. Et puis, en fait, j'ai oublié le voile après 5 minutes, il n'était plus là. Ça, je trouve ça super aussi. Parce que dans certaines académies, on dit, mais non, si tu portes le foulard, tu vas être limité. Et puis, c'est intéressant parce qu'ils font jouer des personnages de tragédie grecque, et les comédiens ou les comédiennes ne sont pas grecs. Donc, alors, il y a quelque chose qui... tu joues du Molière, mais tu ne vis pas à l'époque de Molière. Donc, il y a une contradiction. Et donc, effectivement, dès qu'il y a le foulard, on ne voit plus rien. On voit plus rien. C'est comme s'il y avait... des figures qui étaient censées représenter une neutralité ou une normalité. Et puis, quand tu es un peu vu comme une minorité, et ça peut être effectivement le foulard, ça peut être de couleur noire, ça peut être effectivement de maghrébin, du coup, tu es là-dedans. Alors, si tu es albanais, tu vas jouer le rôle d'un albanais. Tu ne vas pas jouer le rôle d'un balayeur. Un balayeur albanais. Ah ouais, tu restes albanais. Ok. Et toi, Nadia, c'est quoi ton premier rapport avec Ras El Hanout? Un peu, pour moi, c'était en effet d'abord comme public, hein, donc avant que je te connaisse. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de voir des pièces de théâtre. Et en effet, 381 jours. Et moi, ce que je me souviens surtout à l'époque, c'était vraiment les salles combles. C'était toujours des sold-out. Et c'était des amis qui me disaient, il y a vraiment quelque chose qui se passe à Bruxelles avec ces pièces de théâtre qui sont sold-out, en fait. Et c'est pas 40 personnes, c'est vraiment des centaines de personnes qui vont voir du théâtre et qui remplissent les salles. Et limite, t'es content si t'as une place. Et c'est vraiment des jeunes. Et du coup, on se disait, mais ça, c'est nouveau, quoi. C'est quelque chose de vraiment nouveau qui se passait sur la scène bruxelloise. Et après, on s'est rencontrés. Je ne sais plus, c'était quand la première fois. Je pense que c'est moi qui vous avais contacté, ou avant qu'on commence à collaborer ensemble. Parce qu'à un certain moment, on s'est vus. Et c'était quand vous avez fait la pièce sur la Mecque de Bruxelles à la Mecque. Oui, Bruxelles à la Mecque. C'est quand la première fois que vous l'avez fait? Alors, on l'a fait... La première, c'était en 2015. Ouais. Donc, ça fait 10 ans maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais été intéressé par le regard que tu portais sur cette pièce. Voilà. Parce qu'on a été assez audacieux. On l'a déposé dans une candidature au label d'utilité publique de la... C'était une pièce magnifique. Et j'ai été la voir, c'était en journée, c'était une scolaire. Ouais. Et c'était vraiment impressionnant de voir les élèves, en fait, et l'interaction qu'il y avait entre les élèves et vous, en fait, qui étiez sur scène, les chants, qu'elle y participait. C'était vraiment un moment qui, moi, m'a vraiment impressionné en termes d'espace, quel espace est créé à ce moment-là. Ouais. Et après, on a eu l'occasion de travailler ensemble pour les Critical Muslim Studies. Pendant le Covid. Pendant le Covid, voilà. C'était de faire des théâtres-conférences. Et on a encore travaillé ensemble pour Présumé coupable. Absolument. Donc ça, c'était une pièce de théâtre qui a été mise en scène avec d'autres collègues de Ras El Hanout et des collègues dans le cadre d'un projet de recherche qu'on faisait, où on a mis en scène l'histoire d'une personne véridique qu'on a interviewée, qui a eu des problèmes en termes de fichage, etc. Et donc, ils ont coproduit avec mes collègues une pièce de théâtre, Action. Ouais. Et ça aussi, ça a vraiment eu un beau succès. Les salles étaient vraiment remplies et ça a créé vraiment des espaces
d'interaction entre le public. Et c'est ça qui est beau au médium du théâtre. Ça permet de mettre en scène des réalités sociales qui ne s'articulent pas par le texte. C'est parce que le texte, on peut décrire des choses, etc. Mais déjà, il faut aimer lire, ce qui n'est pas donné pour tout le monde, et de moins en moins d'ailleurs. Et donc déjà, il y a des choses qui ne s'articulent pas bien par l'écrit. Il faut déjà aimer lire. Et deuxièmement, même si on essaye d'articuler via l'écrit, on ne peut pas transmettre le même ressenti, tandis que la mise en scène, c'est des scènes qu'on vit en fait. On vit à ce moment-là en tant que spectateur. Il y a aussi le médium du direct, que c'est un contact immédiat. Et du coup, on vit les choses sur scène de façon plus intense que si on les voit à la télé. Ouais. Et tu m'avais dit le fait de voir les textes, que ça apportait plus de profondeur, plus de complexité bien sûr. que l'écrit. Bien sûr, bien sûr. Donc pour nous, ça a vraiment, et pour moi en tout cas, ça a vraiment été une expérience incroyable de vraiment lier la recherche et le théâtre-action, parce qu'ils sont vraiment très, très complémentaires. C'est aussi une forme de recherche, une forme de présentation. Ça a sa propre logique et ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Parce que j'ai aussi entendu de personnes qui ont assisté à la pièce de théâtre, que ça les a vraiment touchés, que ça les a ouverts à des questions qu'ils ne connaissaient pas, des gens qui n'osaient pas parler de ça, que ça a aussi créé un forum pour parler de ça, des gens dans le public. Je ne sais pas si tu étais là, mais il y a eu plusieurs fois des gens dans le public qui racontaient de ce qui leur était arrivé, qui partageaient des événements similaires. Donc ça a créé une sorte d'espace, autant pour les gens concernés que pour les gens qui étaient témoins, pour en fait parler de cette réalité-là, de la violence et des impacts des politiques sécuritaires. Ouais. C'est vrai que moi, mon premier rapport avec le théâtre, c'était à travers un anthropologue et sociologue qui s'appelle Christopher McCall, qui dirigeait à Montréal le CREMIS, le centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations. Il était aussi directeur du département de sociologie à l'Université de Montréal. Et en fait, c'est à travers ça que j'ai été initié au théâtre Forum, au théâtre de l'opprimé, de Gustave Boal, etc. Et à l'idée de représenter une réalité sociale sur scène. Et il me disait, voilà, quand on fait des recherches, on récolte des paroles qui sont précieuses, et puis ça reste là, dormir dans des bibliothèques où il y a très peu de gens qui y ont accès. Et donc, il publiait même ses résultats de recherche sous forme de pièces de théâtre. Et on a, par la suite, mis en scène avec lui deux pièces de théâtre qui sont basées sur des résultats de recherche sur la sécurité alimentaire des personnes sans abri, et une deuxième sur l'agisme. Au Québec, l'agisme, c'est l'équivalent du racisme pour les personnes âgées. Et c'était pour nous nouveau parce qu'on travaillait sur un texte. Bah oui. Et lui était très attaché à ce qu'on respecte vraiment, mis à part les trucs que les gens ne vont pas comprendre parce que c'est des expressions québécoises. Mais il dit c'est une parole qu'on a récoltée. Donc effectivement, pour moi aussi, c'est devenu aussi une MNA, tu as récolté cette parole-là. Et on retrouve ça beaucoup sur scène, même dans Andy Mangold qu'on a travaillé ensemble. Il y a des fois, ils disent ouais, mais ça. Et je dis non, mais ça. Pardon. Ça, c'est telle personne qui l'a dit, c'est telle personne qui a dit. Je joue un gendarme qui est retraité, et 90% du texte, c'est juste des paroles qui ont été entendues dans des entretiens qu'on a eu avec des anciens policiers et des policiers, qui nous racontent, et des choses qui paraissent horribles, énormes. Mais tout, et il avait cette expression, Christopher McCall, quand les gens lui disent comment vous avez imaginé, parce que c'est tellement bien écrit, j'ai pas imaginé. Ce qu'il appelait la parole non inventée. Il dit j'ai récolté, ensuite j'ai collecté, j'ai combiné, etc. C'est aussi une question éthique par rapport à l'anonymité. Voilà, exactement. Donc c'est jamais une personne qui est représentée sur scène dans un personnage, c'est un patchwork. Un collage, Voilà. Et ça nous a beaucoup marqué dans beaucoup de spectacles. Il y a vraiment ça. Et tu parlais de Bruxelles à la Mecque. Parce que tu vois, typiquement, tu l'as vu aussi à la dernière au KVS. Voilà. Qu'est-ce que ça représente d'avoir ce type de spectacle où ce sont des personnes musulmanes, mais pas juste personnes musulmanes, c'est un récit qui est lié voilà, aux musulmanes et musulmanes et à l'islam. D'avoir ça sur scène, qu'est-ce que ça représente pour vous? D'un point de vue, on va dire, anthropologique, parce que je peux parler de différentes casquettes en tant que personne. Prends ta casquette de Borgerot anthropologue. De Borgerot ou de chercheur et d'anthropologue. Déjà, c'est déjà très puissant de pouvoir mettre les mots
et avoir une représentation, ça. Ouais. Ben, qu'est-ce que ça veut dire déjà d'un point de vue de chercheur? Je pense que c'est déjà énorme de pouvoir trouver des mots et de développer un langage dans un médium qui ne s'accorde pas nécessairement à ce genre d'expérience. Parce que si on regarde la scène théâtrale... et pour moi, c'est comme je travaille aussi sur la religion, hein, donc pour moi, la dimension spirituelle, elle est aussi importante. C'est pas seulement une question identitaire, c'est vraiment une question qui, moi, m'intéresse de comprendre l'articulabilité, on va dire, de vécu et d'expérience et de langage spirituel et religieux dans des médiums théâtrales. Ouais. Hein. Et c'est vrai que le théâtre, souvent, est perçu comme... et la scène culturelle, en général, est perçue comme un champ plutôt laïque, non religieux, où la religion n'a pas sa place. Ouais. Et moi, ce qui m'avait justement marqué, c'est pour ça que j'étais très touchée par cette pièce, c'était la présence de la spiritualité. C'était pas seulement un moment voilà, de représentation de l'histoire de 3 jeunes qui vont faire la Umrah, mais c'était aussi une initiation, on va dire, à la trajectoire du pèlerinage. C'était aussi un moment où il y a eu des chants et des prières qui ont été faits collectivement et où chacun peut se reconnaître, ou bien tu te sens parler par ça et tu participes, ou bien ça ne te parle pas, mais tu es témoin et tu assistes. Pourquoi c'est important ça pour toi? Ben ça rompt avec l'idée classique du théâtre qui est vraiment aussi très bourgeoise et très 19e, 20e siècle, où le public et ce qui se passe sur scène est coupé l'un de l'autre. C'est 2 univers qui ne communiquent pas les uns avec les autres, où limite ce qui se passe sur scène est là pour t'apporter des messages ou des leçons de vie, et où le public est passif est là en train d'écouter, tandis que là, c'est plus un rituel collectif qui est en train de se faire. Et donc, pour moi, c'était quelque chose d'intéressant, de spécial. Et de faire ça en français, quoi. De ne pas faire ça dans un contexte culturel. Même quand on voit le théâtre marocain, bon, moi, j'y connais rien. Hein, je veux dire, je fais comme si j'étais celle qui connaissait quelque chose à la scène théâtrale marocaine. Mais l'association que moi, je fais avec le théâtre marocain, c'est souvent le burlesque. Voilà, beaucoup de très populaire, très... donc c'est très, très populaire. Tandis que là, bon, c'est populaire, c'est accessible, mais en même temps, c'est quelque chose de distingué. On essaie aussi de réfléchir à une esthétique et à une forme et à une parole qui peut aussi faire plus que nous entretenir. Hein. Entertainment, c'est pas que du entertainment, il y a aussi quelque chose qui est vraiment de l'ordre du community making et que je trouvais vraiment très, très puissant. Donc voilà, je trouvais... ouais. Ok. Et toi, Zenel, tu peux parler de Bruxelles à Mecque, tu peux parler de Srebrenica. Voilà, d'avoir vraiment ces récits de personnes musulmanes, ce théâtre musulman. En plus, ici, toi, la dernière fois que tu as vu, c'était au KVS, donc c'est pas n'importe où. On est avec le Kovlaam Suskrauw. Donc, bon, la prochaine de Bruxelles à la Mecque, c'est le 13 février au cinéma. Aussi un autre lieu. J'y reviendrai après, mais je dis, il y a des questionnements que j'ai, des gens qui nous questionnent sur la présence justement de l'islam, spiritualité, que je n'ai qu'en français. J'ai pas les mêmes questions en néerlandais. Okay. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Déjà, ce qui m'a marqué aussi, hein, je reviens sur ce que tu as dit, les salles combles. Et dans la mixité, il y a des blancs. C'est vraiment, mais c'est très étrange, pas pour moi, hein, mais que les Blancs viennent voir le spectacle, entre guillemets, et le trouvent superbe, et que l'échange se crée, et que c'est possible, quoi, en fait. Qu'un théâtre... C'est-à-dire que tu as cette idée que si tu fais un théâtre musulman, c'est que pour les musulmans. Ah oui. Et là, effectivement, de Bruxelles à Mecque au KVS, on le voyait dans les réservations, et la moitié du public n'était pas musulman. Et tout le monde a passé une soirée extraordinaire. Soirée. En plus, avec un théâtre, avec un spectacle très particulier, très très bien écrit, et qui fonctionne dans la parité, quoi. Si tu veux être que dans le burlesque, tu peux le regarder que comme ça, entre guillemets. Si tu veux le prendre spirituellement, tu as une ampleur énorme pour le voir aussi. Et c'est cette mixité des 2 genres qui fait que ça fonctionne parfaitement. Mais je reviens vraiment sur ce parcours-là. C'est comme si on fait un théâtre religieux, il doit d'abord être chrétien.
On est à Bruxelles. Commençons par ceux qui par la masse. Puis deuxièmement, par, je ne sais pas quelle autre religion, mais dans la religion musulmane, moi je sais le regard qu'on porte pour avoir des amis musulmans et non musulmans qui me disent, à la rigueur, j'irai voir un truc, allez, catholique, quoi, mais musulman, t'es fou, quoi. Où tu m'emmènes? Parce que c'est l'idée qu'on a. Et quand ils sont venus voir ça, ils ont été choqués. Et ils sont venus, ok. Ah oui, choqués, parce qu'ils disent, on ne s'entendait pas du tout à ça, on ne savait pas comment se comporter, on avait peur d'être là, on ne savait pas c'était quoi, est-ce qu'on allait le prendre en photo, et qu'on allait... Et comment ils sont sentis? Bah, et super. Ouais. Et c'était Ils ont survécu. étonnant pour eux. Oui, ils ont survécu. C'était Franchement, étonnant. ils ont respiré, mais ils se sont soulagés. Ils ont... Waouh, quelle expérience. Tu sais, un peu fébrile, mais quelle expérience. Ouais. Et ça, c'est incroyable, quoi, par exemple. Moi, je le regarde, je l'ai, donc il n'y a pas de souci, mais c'était des amis qui avaient peur, quoi. Ah ouais. Où tout nous a mis, mais tout nous attire. C'est con, quoi. Ben non, mais c'est ça la barrière que tu as réussi à casser, en tout cas à ouvrir, à une porte ouverte. Et dans ce sens-là, oui, le théâtre musulman, oui, il est intéressant, oui, en tout cas, il a sa place, comme tous les autres théâtres, quoi. Ouais, c'est ça. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais que derrière ça, c'est pas un combat que religieux, quoi. Ouais. Parce que ceux qui sont sur scène, évidemment, dans ce spectacle spécifiquement, Ouais. c'est 3 gars d'origine marocaine. Ouais. Mais il y a les autres spectacles Il y en a qui où sont... c'est pas le cas, ouais. Voilà, c'est pas du tout le cas. C'est vrai, ça retour le chemin inverse, c'est pas du tout le cas. Le spectacle qu'on a fait nous-mêmes en Albanie, bah, c'est pareil. C'est Alors, tout tu peux à en fait- parler. Le Ah oui. spectacle, vas-y. Ah oui. Donc, Salim, qui voulait faire un travail sur les Balkans, avait décidé de commencer... Il voulait le faire sur la Bosnie et sur les Finalement, on l'a Bosniaques. fait plus tard. Et tu l'as fait plus tard en disant, ben voilà, puisque tu es là, questionnons l'albanéité. Et comme tu as un parcours un peu particulier, donc on s'est lancé avec ma fille aussi. J'ai pris ma fille Aurore qui était avec moi, un groupe comme d'habitude. Et moi, en fait, je suis athée. Dans la famille, dans notre famille, Mais il est musulman. comme tu vois, je suis musulman athée. Voilà. Machallah. Je peux raconter? Ouais, ouais. Et donc, en fait, on est en chemin vers Avignon avec Alouche. Maher, tu étais là? Non, c'était Non, Adnan il qui était était là. pas là Ouais, encore. toi, tu nous as rejoints avec le vidéoprojecteur. Et donc, on est en chemin. Et donc, il nous parle de son grand-père. Son grand-père qui était donc au Kosovo, imam. Et son grand-père, il lui a dit, fais ce que tu veux dans la vie, prends le chemin que tu veux, mais je vais te donner 2 sourates qu'il ne faut pas que tu oublies. Et il me dit, je me souviens de ces 2 sourates que mon grand-père m'a fait réciter. Et alors, il commence, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin. On lui dit, Masha'Allah, c'est le Fatiha, c'est très bien. Et il sait quoi la deuxième? Ashhadu an la ilaha illallah. Et alors on l'aide avec Alouche, on l'aide à répéter Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et alors on éclate de rire. Et lui il regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, mais en fait ton grand-père c'était un petit filou, parce qu'il a dit fais ce que tu veux de ta vie, n'oublie pas ça. Il t'a fait répéter la shahada, l'attestation de foi, qui, quand tu l'as dit, J'ai Ça y est. compris. t'es C'est musulman. fini. C'est un gars télure, mon grand-père. Donc voilà, et ça je me rappelle très bien. Et donc là-dessus, il y a Salim qui dit, voilà, pourquoi on ne ferait pas un parcours? On a fait un parcours entre le Kosovo, la Macédoine et l'Albanie. Le Monténégro, il y a aussi une aire de peuplement albanais, mais c'était trop compliqué. On a resté sur les peuplements majeurs. Et en Grèce aussi. On a rencontré aussi des personnes issues de la culture albanaise ou turque qui nous ont bien briefé. Et dans le groupe, il y avait des personnes albanaises, des personnes pas albanaises, Ouais, tout à des fait. personnes maghrébines, personnes blanches, Ouais, des personnes croyantes, pas croyantes, musulmans, Ouais, ouais, pas exactement. croyantes. C'était très... Ouais, très ouvert, ouais. éclectique. Et donc, du coup, on a fait ce parcours-là. Et avec un point d'orgue qui tenait à cœur à Salim, c'était qu'on aille sur les traces et la découverte de mon grand-père, de son village et de la mosquée où il officiait, quoi. à Hatmaji. À Hatmaji. À larmes aux yeux quand j'en parle. Parce que mon grand-père, c'est le seul universitaire, en tout cas, dans toute la grande famille qu'on représente nous, Lassie, parce que nous, personne n'a fait d'études, à part moi sur le tard. Et donc, de son côté, c'était un lettré. Et donc, quand il lisait le Coran, il lisait l'arabe, il lisait le serbe, enfin le cyrillique, l'albanais, je crois une ou 2 autres langues, le turc aussi. Et donc, c'était un homme de savoir et de connaissances et de lettres. Et chaque fois qu'on allait chez lui,
lui, il me disait, qu'est-ce que vous faites à Bruxelles? Comment ça se passe, les mosquées et tout? Moi aussi, il n'y a pas beaucoup, grand-père, hein, dommage. Et vous allez à l'église alors? Tu sais, le petit filou, quoi, qui... Non, on ne va pas à l'église. Enfin oui, on a été à l'église avec l'école. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est beau. Ah oui, c'est vrai que c'est beau, l'église. Mais la mosquée, c'est très bien aussi. On ne les visite pas parce qu'il n'y en a pas. On fait, il y en a une et tout ça. Et dit OK. Et donc, on a grandi dans... Le livre, en fait, c'est lui. Ce que j'ai vu, quelqu'un avec un livre dans toute la famille, c'est lui. Et donc, quand même, quelque part, la spiritualité et la religion, pour moi, c'est ce rapport au livre. Il est, voilà, qui existe vraiment, quoi, et que pour moi, qui était fort. Et donc, on a fait le parcours, on a été au village, parce qu'on avait rencontré un imam qui, quand il a compris que j'étais le petit-fils d'eux, il disait, t'es le petit-fils d'eux, mais il fallait le dire, mais venez, hop. Il nous a pris. Il s'appelait comment ton grand-père? Aïdine Zenele. Aïdine Zenele. Et lui, il s'appelle Zenele. Et d'ailleurs, un imam albanais qui m'a fait rencontrer, il m'a dit, Zenele, en fait, c'est Zayn el-Abidine qui a été réduit en Zenele. Et depuis de temps en temps, je l'appelle Zayn el-Abidine. Et donc voilà, moi qui étais au Kosovo quand j'étais jeune, en fait, j'étais une seule fois avec mon grand-père à la mosquée, dans sa mosquée. Et puis, j'ai plus jamais été. On le rencontrait. Lui, il partait le matin, il revenait le soir. Et donc, c'est lors de ce voyage-là, en fait, que j'ai découvert qui était mon grand-père. Parce qu'à l'époque communiste, de l'époque yougoslave, mon oncle, donc son fils, mon oncle, ne parlait pas de religion. Ils étaient athées, quoi, en fait. Et c'était plutôt pas bien de parler de religion, mais surtout de la religion musulmane, sachant ce qui s'est passé en Bosnie et au Kosovo. Donc, il taisait un peu ça, quoi, parce que c'était quand même assez compliqué à l'époque en politique. Et donc, pour moi, il était imam, c'est tout. Et c'est en le découvrant pendant le voyage qu'on a fait, en rencontrant les personnes qui l'ont connu et fréquenté, que j'ai compris l'ampleur et la dimension qu'avait mon grand-père, en fait. Puisque là, il était dans le lieu où il fallait, entouré des gens où il fallait, avec la foi qu'il avait. Et donc là, on a compris, tous ensemble, que voilà, il avait officié dans plusieurs... C'était comme un petit enfant. Quand il a retrouvé l'imam qui avait été formé par ton grand-père. Ouais. Et qui lui expliquait son parcours. Parce qu'il était là, normalement, il nous traduisait. Là, il traduisait plus, il était comme un petit enfant, il buvait les paroles. Oui, parce que c'est pour une personne que tu as beaucoup aimée et en fait que tu n'as jamais compris, parce qu'on a dû le faire taire ou par sécurité, il a préféré ne pas dire certaines choses et de les découvrir après sa mort par d'autres que les membres de la famille qui disent tellement de bien de cette personne-là, c'était touchant et puissant, quoi. Et c'est là où, en fait, donc, il raconte que son grand-père avait été assez prolixe, parce qu'il a écrit. Parce qu'à l'époque, donc les Albanais se faisaient, comment tu appelles ça, la loi, c'est la forme d'État. Le canon. Le canon, oui. Et donc, des œil pour œil, dent pour dent. Et donc, s'entretuaient. Et son grand-père disait, en fait, on est en train les Serbes, ils sont en train de nous tuer, et nous, on est en train de se faire... encore plus travailler à leur place, quoi. Sans que ce soit nécessaire pour eux. Et donc, en fait, il avait été trouvé dans le Coran certaines hadiths ou sourates sur laquelle il s'est appuyé pour dire à quel point c'était néfaste ce qu'on faisait et qu'il avait trouvé des idées qui ont convaincu politiquement et socialement la rupture de la revanche et de la reprise du sang. Que moi, j'avais entendu, mais... Tu te dis, ouais, ça va, ils exagèrent un peu. Et non, il y avait 3 universitaires dont il avait parlé. À Pristina, qui avaient fait des thèses sur mon grand-père et qui avaient retrouvé une partie de ses écrits qui avaient été publiés, puisque malheureusement, tout a été brûlé. Oui, parce que ceux qui ont été préservés, c'est parce qu'en fait, comme les Serbes bombardaient les mosquées, et donc ils cachaient ces écrits dans des caisses de bananes. Oui, c'est ça. Qui mettaient dans une autre maison pour... Et tu écris là-dessus? L'histoire de ton grand-père? Non. Il faut, hein? L'histoire extraordinaire. Il y a quelque chose à faire. Et il ne sait pas, on était à Prizren et ouais, je sais pas, Zenel, on va y aller. Ouais, je sais pas, on va y aller. Extraordinaire. Et donc, il est œuvré pour la paix, voilà. Et il a aussi... c'était un des seuls qui avait étudié en Égypte, si je me rappelle bien, la théologie. C'est en Égypte. Tu avais même cité le nom de l'université. Al-Azhar. Voilà. Ouais, ils allaient beaucoup en Turquie ou bien en Égypte. C'était les deux principaux. Et donc, il avait
instruit je ne sais pas combien de imams, et il fédérait 5 mosquées. Il avait construit 5 mosquées dans la région. Et ce qui était extraordinaire, je trouve que Zenel, qui effectivement qui n'a pas grandi avec une éducation religieuse, qui n'a pas cette identité-là, ce voyage, il a reconnecté à une forme de spiritualité. Parce que aussi, il s'est retrouvé coincé dans une mosquée en venant me rejoindre avec Baptiste. C'est une histoire extraordinaire parce qu'on se donne rendez-vous à une mosquée à Prizren. Et c'était le Jumu'ah. Donc, moi, je n'avais pas la carte SIM parce que je venais d'arriver au Kosovo. Et donc, ils avancent. Et puis, parce qu'ils me cherchent. Et puis, du coup, il y a des gens qui arrivent derrière. Et ils se retrouvent coincés à l'heure de Jumu'ah. Et donc, ils se retrouvent coincés, ils n'osent plus sortir parce qu'ils vont déranger les gens. En même temps, c'est l'iqama et tout le monde commence à prier. Du coup, ils commencent à prier. Et donc, tu disais, même pendant ces moments-là, finalement, tu as expérimenté une forme de spiritualité ou de prière ou c'est aussi une connexion avec ton grand-père. Enfin, je ne sais pas comment toi, est-ce que tu avais raconté ça dans la pièce Ouais. Dans des mosquées, j'ai déjà été. Ouais. J'avais été avec mon grand-père quand j'étais plus jeune, donc, mais j'ai jamais prié. J'ai jamais réellement prié dans une mosquée. J'ai dit les sourates avec mon grand-père. Je crois pas que j'ai prié avec lui. Mais donc là, du coup, on joue le jeu, quoi. Et on s'installe, on fait comme tout le monde. Je sais plus ou moins ce qu'il faut faire et comment le dire. Mais je me dis, je vais parler à mon grand-père. En fait, c'était ma manière à moi de communiquer avec lui, puisque c'était quand même, on était chez lui. Et donc, j'ai commencé à lui parler, quoi, en fait. Et c'est comme ça, ces paroles que j'ai échangées avec lui, à travers la mort, on va dire, ou en le ressuscitant par la parole, je trouvais ça beau, quoi. Et je voyais très bien, quand je regardais aussi Baptiste, il se passait un truc aussi de son côté à lui. Ça, c'était dans un spectacle, c'est aussi raconté. De nouveau, c'est des récits de vie, c'est des choses qu'on raconte. Et il y a un moment, la lumière divine lui tombe dessus. Je t'assure. Non, c'était parce qu'à ce moment-là, par la fenêtre grillagée, arrive le soleil, quoi. Et vraiment, on est là, et on se regarde. Oh, purée. Et là, franchement, on se dit, c'est comme, il se passe un truc, c'est beau, quoi. Chaque moment, c'est beau. On a vu qu'un moment assez, voilà, là, on était connectés. Et puis, ce qui m'a marqué aussi pour toi, c'est que certainement, il y a cette idée qui est beaucoup véhiculée, c'est la religion, c'est dangereux. La religion, c'est oppressant, etc. Et là, tu as trouvé dans l'histoire de ton grand-père un outil de libération et de pacification à travers la religion. Et surtout, précédent le voyage, les étapes précédentes, c'était en Albanie, où il y a eu notamment la visite du musée de l'athéisme, où là, tu découvres que vraiment l'État, au nom de l'athéisme, a enfermé des gens, torturé des gens. Condamnés à mort. Et des écrits qui sont écrits par des prêtres et des imams là, en Albanie, parce que c'était interdit. Et toute une génération qui est interdiction d'avoir des prénoms. Interdiction de faire le jeûne. Et donc, même chez des personnes albanaises qui sont, en fait, pas trop... qui, tout d'un coup, disent, en fait, je suis musulmane. Qui n'avaient jamais dit. Et jusque-là, parce que c'est un tabou. Vas-y. C'est aussi une belle histoire. Quand l'Albanie s'ouvre en 90, oui, elle est encore communiste. Et mes parents, qui sont isolés depuis 40 ans, ils n'en peuvent plus, quoi. Ils disent, on veut retourner. Et tout le monde leur dit, ne retournez pas. Ils vont vous avoir. C'est toujours les communistes, ils le font exprès pour ramasser les derniers qui vont passer, quoi. Moi, je suis fou d'Albanie, je veux comprendre mon pays. Je dis à mon père, vas-y, demande le visa, on y va. Et on y va. Et pour finir, ça a été très compliqué, mais ils nous ont rien fait. Ils avaient dit, on pardonne à tous ceux qui n'ont pas commis de crimes politiques et de crimes physiques, quoi. Pour les autres, si c'est juste, vous avez fui, il n'y aura rien. On arrive dans le village, fait court, les gens, c'est incroyable. Les Lassis, on n'est pas 12, mais on est 200. Le village, il est incroyable, marqué, les gens sont marqués, la pauvreté. L'Albanie est en faillite totale. C'est extrêmement violent, mais humainement, c'est puissant. Mais mon père me dit, tu ne dis pas un mot. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne les connaît plus, ils ne connaissent pas. Ou ils ne connaissent plus. Mais il faut y aller, il faut se réconcilier. Comment on se réconcilie ? En sachant que nous, on leur en veut, d'être dans cette Albanie, et nous, immigrés, on a souffert de ça, et eux nous en veulent, parce que quand on les a quittés, ils ont été tous relégués parce qu'ils sont devenus, ils appellent ça une mauvaise biographie. Ils ont une partie de la famille qui a fui, donc c'est des déclassés. Donc tout le monde a perdu. Comment on se retrouve ? Avec la question de la terre. Parce que les vieux, c'est nous, eux.
c'est pas les anciens, donc est-ce qu'on va redemander la propriété terrienne, quoi. Mon père, c'est pas un con, il arrive là-bas, on s'installe et tout, là, on voit que c'est tendu, mais tendu comme si jamais c'est tendu, et ça se détend pas. Et il commence à servir la nourriture et tout ça, très pauvre, 1 gramme de viande, enfin rien, quoi. Et mon père, il mange pas. Et quand tu manges pas, ça veut dire que tu refuses l'autre. Ah, moi je dis, mais c'est pas possible, il est fou, mon père. Et t'as le vieux qui regarde, les jeunes qui sont là, et les mots qui commencent, tu vois, les mots de bienvenue, ça marche pas. Et puis à un moment, il y en a un qui dit, t'as pas touché à la viande. Et mon père, il dit non. Et il dit, pourquoi tu touches pas à la viande? Il me dit, mais je crois que cette viande, je peux pas la manger. Oh, je dis, mais il est fou. Mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Et puis il y a un vieux, avec son chapeau calimero à l'albanaise, là. Il me fait, c'est quoi comme viande? Il me fait, mais on a cherché pour battre, mon père s'appelle là, il dit, pour battre ça aller, la meilleure. On a trouvé un cochon sauvage à 100%, il est jeune et frais et bon. Alors, eux, tous hyper contents, donc la viande, elle est bonne. Et mon père, il ne moufte pas. Et puis le vieux qui dit, vous êtes restés musulmans. Et tout s'est décanté. Ils nous ont félicités. Ils ont dit, mais nous, on ne pouvait pas. C'était interdit. On ne pouvait pas prier, on ne pouvait rien faire. Si on mangeait pas de porc, ça veut dire qu'on était musulmans. Et c'est comme ça, que par l'anecdote, que tout s'est délié. Ça, je n'oublierai jamais. Quand il a dit, waouh, vous êtes restés musulmans. Incroyable. Comme l'histoire des Morisques, finalement. Ouais, en Espagne. Et au moins, une des raisons sur lesquelles est basé Ras Hanout et cette idée de théâtre musulman, c'est d'offrir aussi d'autres représentations. Parce que c'est vrai, quand on regarde à travers les arts, le théâtre, le cinéma, les séries, même dans les magazines, les journaux télévisés, quelle représentation des personnes musulmanes on a? On n'est que dans des rôles qui sont très négatifs, clichés, etc., etc. Et c'est pour ça que ça me semblait vraiment important d'apporter nos propres représentations et nous aussi de s'assumer aussi en tant que personne musulmane, personne de culture musulmane, etc. Dans le sens que finalement, sinon les seules personnes qui se revendiquent de l'islam, c'est des gens qui vont faire des actes avec lesquels on n'a rien à voir. Ou alors c'est des... je ne peux pas dire plus. Et donc, il y a aussi comment est-ce que toi, tu as travaillé sur la question de la représentation des personnes musulmanes. À quel point c'est important pour toi d'avoir ces représentations à travers la culture Je pense pour les gens, surtout les gens qui grandissent, c'est vital. C'est parce que l'identité, elle ne se construit pas seulement dans le rapport à soi-même, mais surtout dans le rapport à l'autre. Et donc, quand on grandit dans une société, on s'identifie avec ce qu'on voit à la télé, avec les représentations, que ce soit dans la culture populaire ou d'autres. Et du coup, c'est vital d'avoir des personnes avec qui on peut s'identifier. Donc, maintenant, on a quand même beaucoup plus on va dire, de représentativité au niveau ethnique, racial, etc. Il y a des gens de couleur, etc., qui sont beaucoup plus dans les médias, dans les cultures populaires, etc. On voit par exemple que le hip-hop, pour cette raison, est un médium très très important pour beaucoup de jeunes. Mais ça reste limité à certaines niches. C'est en effet la musique, et souvent c'est ou alors la télé, c'est l'étranger, c'est pas ici. Donc ça, c'est souvent les cultures anglo-saxonnes. Mais c'est vrai qu'au niveau religieux, ça reste ou bien le quartier, la mosquée autour du coin, la famille. Mais on voit pas vraiment, surtout qu'on fait tout pour pousser les gens en dehors. Les femmes voilées, elles n'ont pas le droit de. Et donc à ce niveau-là, c'est vrai que le théâtre, mais aujourd'hui aussi les réseaux sociaux, elle représente un contre-espace où on peut voir cette complexité. Et ce qui est important là-dedans, c'est pas seulement d'avoir une femme voilée ou un homme, des personnes qui se disent musulmanes, mais surtout de voir la complexité du vécu musulman et de l'identité musulmane, parce que ce manque de complexité, il n'existe pas seulement du côté des non-musulmans et des blancs, on va dire, mais même chez les communautés musulmanes, qui sont souvent étonnées de se dire « Ah, mais ça aussi, ça existe dans les cultures musulmanes !» Par exemple, en effet, l'islam au Balkan, c'est tout autre chose que l'islam au Maroc, ou même l'islam en Afrique de l'Ouest, ou
ou d'islam en Indonésie. Donc, c'est vraiment des réalités. Et même dans le Maroc même, on voit vraiment la façon dont les gens vivent l'islam est très, très complexe et très diverse. Et donc, c'est vraiment pour avoir un rapport décomplexé, on va dire. Et je pense que c'est ça que les jeunes qui grandissent ici ont besoin d'avoir. C'est vraiment des référents divers et vraiment avoir un espace où on peut parler de ces questions-là de façon décomplexée et comprendre cette diversité et cette richesse. Et pour la société en général, tu trouves ça aussi important, comme on disait? Oui, bon, c'est vrai que c'est... Oui, c'est important, on va dire. Oui. Mais bon, je vois que c'est pas toujours très réceptif. Donc non, c'est pour ça que moi, j'ai joué dans le dernier film de Ish et Mounir Aït Hamoud, qui est d'ailleurs nominé au Ensor. Parce qu'eux, ils ont pu garder Ensor côté francophone. C'est René, BXL. Et j'ai joué le rôle d'un imam qu'ils m'ont proposé. Merci. Et il me disait, tiens, quand est-ce que des non-musulmans ont l'occasion de parler à un imam? Donc cette représentation-là, elle est super importante. Quelle image ils ont de l'islam et des musulmans si en fait les seules représentations qu'ils ont, c'est à travers le journal télévisé, par exemple, ou Hollywood, etc. Oui, c'est ça. Tandis que la réalité, moi, je me rappelle, en parlant de non-musulmans qui ont un contact, quand le cinquantenaire était encore actif, parce qu'entre-temps, on ne va pas ouvrir ce dossier, je me souviens que j'allais rencontrer un imam qui travaillait là, et dans la salle d'attente, il y avait une vieille non-musulmane qui était là simplement pour parler à l'imam parce que ça lui faisait du bien. Donc voilà, ça c'est la vie quotidienne de ces espaces qui agissent comme des espaces de cohésion sociale qui sont portés par des imams en l'occurrence à ce moment-là, qui agissent comme assistants sociaux en fait. Mais de l'autre côté, tu avais le mec qui venait avec sa copine flamande pour parler de la conversion éventuelle, parce qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils pouvaient se marier, voilà. C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Est-ce que je vais avoir mon statut d'artiste si je me convertis? Donc c'est des espaces de rencontres interculturelles et interconfessionnelles, mais incroyables. Et c'est aussi extraordinaire l'idée de dire... parce qu'effectivement, moi, quand je dis théâtre citoyen musulman, je dis « Mais pourquoi, du coup, est-ce que vous êtes ouvert à tout le monde si vous êtes musulman ?» Je dis « Et citoyen, ça, vous avez oublié? Est-ce que si on est musulman, on n'est pas citoyen ?» Et des questions « Est-ce que vous êtes ouvert à tout le monde ?» Je dis « Tiens, est-ce qu'on pose ces questions aux écoles catholiques ?» Toi, tu as été à l'école catholique. La moitié des élèves belges vont dans l'enseignement catholique, où le projet pédagogique, c'est de promouvoir les valeurs de l'évangile. Et alors, on était au rendez-vous avec un directeur de centre culturel, avec Saskia, et le directeur du centre culturel, il dit « Non, mais ça, on fait plus ça avant, les catéchèses et machin, les trucs. » Et il dit « Si, je viens de sortir et je peux t'assurer qu'on fera encore très ça. » Et je dis « Ça, c'est intéressant, on ne questionne pas. » Je dis « Mais il y a tous les théâtres, tous les centres culturels ont une identité. Ah oui. Culturelle, politique, citoyenne. Et c'est ça aussi qui fait la richesse, la diversité de la citoyenneté, de la démocratie, etc. Et puis je dis, il y en a une qui pose problème. Je dis, les musulmans sont peut-être les seules personnes qui n'ont pas le droit de s'associer. Et moi, je revendique cette idée que ce théâtre musulman, comme tu dis, il est ouvert pour tout le monde. Nos ateliers, ils sont pour tout le monde. Nos spectacles, ils sont pour tout le monde. Et comme tu dis, tu peux faire un assistant service social musulman pour tout le monde. Aussi, on va à l'hôpital. Pourquoi? N'importe quel commerce où tu rentres, il y a peut-être le Coran qui joue en background, mais des supermarchés qui sont remplis de Brésiliens, de Polonais, parce que c'est moins cher et du coup ils ont tout. Ou le boucher du coin, c'est la moitié de la clientèle, c'est de non-musulmans. Et comme je disais à ce directeur de son culturel, je dis ces questionnements-là, parce que je lui demandais, tiens, est-ce que vous pensez qu'il y a une islamophobie institutionnelle en Belgique? Il me dit, non, islamophobie, non, je n'utiliserai pas ce terme. Il y a un surquestionnement sur l'islam. Je dis, oui, je suis d'accord, c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. Et je dis, mais ces questions, moi, je les entends surtout ou pratiquement qu'en français. Je les entends. C'est vrai que nous, on a beaucoup de partenaires culturels en néerlandais. Je parle à l'échelle du les milieu culturel néerlandophone. C'est encore autre chose. Voilà. Mais est-ce que toi, tu vois... Ils doivent quand même être restés pertinents. Donc, ils ont besoin des minorités pour remplir des salles. C'est vrai. Thanks God we have KVS. C'est un papier que tu avais écrit. Thanks God we have Brussels. We have Brussels, ok. Et tu vois une différence, toi, entre les discours francophones et néerlandophones sur ces enjeux-là? Bruxellois. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose que la Flandre. C'est ça.
Mais c'est vrai que la réalité néerlandophone bruxelloise a une particularité parce que les néerlandophones, comme ils préfèrent se qualifier, sont des minorités aussi. Hein. C'est une minorité protégée et très bien subventionnée. Et qui, voilà, pour pouvoir exister et pour pouvoir subsister, est obligé de s'ouvrir. Bon, après, c'est pas seulement une obligation, il y a aussi un désir, parce que souvent, les gens qui habitent à Bruxelles sont ouverts aussi à ce cosmopolitisme. C'est pour ça qu'ils aiment Bruxelles et qu'ils aiment habiter à Bruxelles. Mais c'est souvent un cosmopolitisme selon ses propres termes, donc il y a aussi un peu de... Je peux dire ça parce que je suis flamande, donc... Oui, parce qu'il y a souvent la tendance un peu à idéaliser l'ouverture des milieux culturels néerlandophones. Mais c'est aussi tant un qu'on tient contexte, les rênes, on est ouvert. Mais sinon, oui, non, c'est du pragmatisme, parce que sinon, que seraient les écoles néerlandophones sans les personnes issues de l'immigration? Que seraient les centres culturels flamands sans les personnes? Donc, il y a une obligation de... Et du coup, c'est une façon de aussi rendre le néerlandais encore pertinent et relevant, surtout que tout le monde veut que ses enfants parlent le néerlandais à Bruxelles. Donc, on a fait une fois un projet de théâtre forum avec Actiris, et on avait rencontré des agents, des stewards et des conseillers Actiris, francophones et néerlandophones. On s'est rendu compte qu'ils ne faisaient pas le même métier. Oui. Parce qu'un conseiller Actiris, quand il reçoit un chercheur d'emploi néerlandophone, donc un conseiller néerlandophone, il reçoit un chercheur d'emploi néerlandophone, il appelle un one-shot. Parce que s'il parle néerlandais, il va le voir une fois et puis il va trouver un travail. Alors que s'il n'a pas le néerlandais, ben voilà, il y a 200 postulants pour un job et puis il y en a plein qui vont rester au chômage. Et oui, c'est dur. Et donc, vraiment, ils ne font pas le même métier. Mais moi, je questionne même cette idée de néerlandophone, francophone, parce que quand tu regardes au niveau des langues maternelles, en fait, c'est quand même beaucoup plus complexe en termes de... Bien sûr, c'est une réalité qui est complètement dépassée. 70% des Bruxellois sont d'origine non européenne. Et donc, il y a... En fait, moi, je questionne aussi dans la place... dans nos spectacles aussi, on essaie de mettre une place pour des langues qui sont des langues maternelles, quoi. L'arabe, l'albanais, le turc, le peul, etc. Alors, il est tout doucement temps de clôturer. On a été particulièrement bavard. C'est extraordinaire. On a encore beaucoup de choses à dire. Oui, oui, je te jure. Faut qu'on fasse un autre épisode. Et je me suis dit, on va tourner et puis on le coupera en deux. Je sais pas trop. Ouais. Alors, vous savez que là, pour parler un peu de l'actu de la Sahanout, le 24 janvier, on fait un best-of de saison. Alors, toi, tu avais participé aux 15 ans, qui sera un peu le même concept. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment c'était pour toi? Bon, c'était un super événement festif qui a drainé de nouveau un public, une salle comble. Ouais. Et c'était une sorte de radiographie événementielle, spirituelle, culturelle de Ras El Hanout, comme si on enchaînait un collier de perles de tous les spectacles. Ouais. Et c'était très, très, très festif, en tout cas. Moi, j'ai ce souvenir-là. Et que ça racontait aussi, évidemment, le parcours incroyable de 15 ans de vie de Ras El Hanout, quoi. Et on pouvait jouer dans plusieurs scènes différentes, ce qui était super agréable, parce que moi, je jouais dans une pièce et on me faisait jouer dans une autre, et je pouvais participer en tant que figurant dans une autre. Et donc, c'était... beaucoup d'improvisation. Ouais. Les gars, on n'est pas prêts, mais on va le faire. C'est un peu ça l'histoire. Et donc, c'était super. Okay. C'est le concept là, sauf que c'est un best-of de saison. On prend à la fois les spectacles pro qui tournent, mais aussi on prend aussi des spectacles d'atelier, certains qui existent déjà, certains qui sont en train de créer. Donc on a un spectacle, par exemple, qu'on prépare avec Canal Pompidou sur des figures d'une exposition. On a notre La famille ça compte, on aura Srebrenica, on aura De Bruxelles à la Mecque, on aura Andy Mangold, à la prochaine Mama. Je sais plus, il y a plein de trucs, donc on a plus de 2 heures de spectacle et des moments aussi très très marrants, des moments plus émouvants. On aura aussi des monologues de Gaza, parce que ça reste présent dans l'actualité. Et c'est vrai que moi je décris ça comme des montagnes russes, quoi, même au niveau émotionnel, parce que comme tu disais, il y a de l'humour, il y a ci, il y a ça. Je sais pas si tu avais assisté toi au best-of à l'anniversaire des 15 ans. Non, j'étais malade, je pense. Oui, quand il y avait... C'était au mois de... Ouais. Et ben voilà, Inch'Allah, le 24 janvier. Je suis dégoûtée parce que j'ai eu beaucoup d'échos. Mais les gens nous disaient, c'est quand que vous le refaites? Je dis non, c'est unique. Et donc, c'est ça, on s'est dit, on va le faire chaque année. Ouais, et chaque année, ça sera un concept, enfin, ça sera le même concept, mais du coup, un contenu un peu différent. Chouette.
Et alors, on continue avec notre action Baraka. On va essayer de terminer le mois de janvier, où on propose aux gens de financer un siège symboliquement en écrivant leur nom sur le siège ou le nom d'une famille ou le nom d'une cause. Donc, par exemple, il y a un siège au nom de Srebrenica, il y a un siège au nom de Hind Rajab. Et puis, c'est assez chouette de voir ces noms de famille. Il y a des institutions culturelles aussi qui soutiennent. Et donc, on a atteint, fin décembre, 50 sièges financés, ce qui est extraordinaire pour une association culturelle. Et donc, on espère continuer encore au mois de janvier. Donc, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Elle est là, la caméra, voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On compte sur vous encore pour fin janvier. Je ne sais pas à combien de sièges on va finir. Mais voilà, sinon, on aura une salle avec 50 sièges. Mais on espère plus. On espère, Inch'Allah, que les travaux à l'épicerie vont commencer au mois de février. Ouais, super. Et ça va être encore une grande aventure et on aura encore plein de belles choses à raconter. Est-ce que vous voulez parler un peu de votre prochaine actu? Toi, tu as un prochain projet, mais on le gardera pour un prochain épisode. Ok. Ah, ok. Et toi, tu veux parler d'un prochain actu? Est-ce que tu as des... J'ai pas d'actu. D'accord, pas d'actu. J'ai pas d'actu. Très bien, très bien. Alors, on va vite dans le futur. Encore un grand merci, Nadia, Merci. Zenel, d'être venue. Avec Est-ce que vous voulez plaisir. dire un petit mot de la fin pour terminer? Comment vous êtes senti? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très bien. Je crois on a dépassé un peu, et pas un peu d'ailleurs, la durée à partager. Mais vraiment, moi, merci de m'avoir invité. C'est chaque fois un plaisir. Et puis de te découvrir. Oui, Je de ne te même. connaissais pas. Vraiment. Ravi. Voilà, ravi aussi. Merci beaucoup, Zenel. Nadia? Merci, c'était vraiment aussi un plaisir très, très agréable et très chaleureux. Donc, et très contente aussi de te connaître, de travailler avec Ras Al Hanout. Et Inch'Allah, j'espère encore pendant longtemps. Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum.